Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors on ne compte plus, ça y est, les casseroles de ce gouvernement qui prétendait pourtant représenter le nouveau monde, le monde moral. Les dernières affaires judiciaires sont arrivées d'un coup, dans la même journée du 3 octobre, journée noire pour la Macronie. C'est d'abord le parquet national financier, le PNF, qui a annoncé que le secrétaire général de l'Élysée, le bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler, avait été mis en examen pour prise illégale d'intérêt le 23 septembre. Par ailleurs, on apprend cela presque une semaine à 10 jours plus tard. Quelques heures après, c'est l'annonce du renvoi en procès du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt, qui tombe quand même comme une grande première pour un ministre en exercice. Alors on pourrait se réjouir au moins, si ce n'est pas d'avoir un gouvernement exemplaire, d'avoir une justice qui fonctionne, parce que malgré tout, la justice avance. Mais peut-on vraiment faire confiance à la justice de notre pays? C'est également la question de cette table ronde. Je rappelle que la Cour de justice, devant laquelle est renvoyé le garde des Sceaux, la Cour de justice de la République, la CJR, qui avait été créée en 1993, afin de juger en urgence l'affaire du sang contaminé, a toujours eu beaucoup de mal à imposer son apparence d'impartialité de procédure. Et pour cause, cette formation fait preuve depuis le début de certaines indulgences vis-à-vis des ministres inquiétés. Et c'est là donc depuis sa création, puisque je rappelle que dans l'affaire du sang contaminé, la CJR avait relaxé Laurent Fabius, Premier ministre à l'époque des faits, Georgina Dufoy, ministre des Affaires sociales et de la Sécurité nationale, et elle a seulement condamné pour manquement à une obligation de sécurité ou de prudence Edmond Hervé, secrétaire d'État à la Santé, mais condamné, mais en le dispensant de peine, ce qui a de quoi interroger. Et d'un autre côté, ce parquet national financier, c'est le même qui s'est saisi de l'affaire Fillon, on le sait, le jour même de la publication des premiers articles du Canard enchaîné. Celui-ci a finalement été condamné en appel à une peine de 4 ans de prison, dont 1 an ferme, et puis 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité pour une affaire d'emploi parlementaire fictif. Alors peut-on faire confiance à la justice de notre pays, surtout quand il s'agit de juger les grands de ce monde? C'est la grande question de notre table ronde, et pour ça j'ai deux invités. Bonjour Régis de Castelnau. Bonjour Clémence. Vous êtes avocat et auteur de ce grand livre en plein dans notre sujet, Une justice politique, aux éditions de l'Artilleur. Et puis nous sommes également avec Philippe Pasco. Bonjour Philippe Pasco. Bonjour Clémence. Alors vous êtes ancien maire adjoint d'Evry, de Manuel-Valls, conseiller municipal, ancien conseiller régional, puis surtout lanceur d'alerte sur la corruption des élites. Vous avez à ce sujet écrit beaucoup de livres. Est-ce que vous pouvez me rappeler le dernier, peut-être sur la corruption des élites ? Ça s'appelle Mensonge d'État. J'ai paru aux éditions Max Milo et j'en ai fait aussi avec notre ami André Berkoff, oui, qui s'appelle Abstention piège à con. Et le dernier, c'est Mensonge d'État, qui veut dire ce que ça veut dire. Oui, tout à fait. Alors peut-être pour commencer, je vais donner la parole à Régis de Castelnau. On va refaire un petit point sur l'affaire Kohler et l'affaire Dupond-Moretti. Et ensuite, peut-on faire confiance, c'est la grande question, peut-on faire confiance aussi à cette CJR peut-on faire confiance tout simplement à la... C'est une réponse si directe, à la justice de notre pays. Régis de Castelnau. Non. D'accord. Je pourrais m'en tenir là. En aucun cas, on peut faire confiance à cet appareil judiciaire. Alors, je vais quand même m'expliquer sur ces deux affaires, oui, allez-y, qui ne racontent pas la même chose. Dans un cas, le renvoi devant la Cour de justice de la République, renvoi ordonné par des magistrats qui ne veulent pas de Dupond-Moretti et qui considèrent, comme c'est c'est devenu une force politique, qui d'une part a fait élire Macron, protège Macron, attaque les adversaires de Macron et matraque les gilets jaunes, parce que cette justice, c'est ce qu'elle a fait. Elle ne supportait pas que ce soit pas François Molins, le procureur François Molins, celui qui a refusé d'enquêter sur le coffre de Benalla. Elle ne supportait pas que ce soit lui qui soit nommé garde des Sceaux. D'ailleurs, la présidente du principal syndicat avait dit c'est une agression contre la magistrature. Donc depuis, ils s'acharnent et ils veulent que Éric Dupond-Moretti démissionne en espérant bien faire nommer Molins ou un autre magistrat. Ça, c'est un dévoiement. De l'autre côté, et je vais être rapide, je rappelle quand même
que, ma propre position, je considère que la haute fonction publique française est une des plus corrompues d'Europe, et d'une. Deuxièmement, je rappelle que M. Koller, l'affaire débute en 2010, qu'il y a eu finalement une plainte d'anticorps, une plainte simple d'anticorps concernant cette affaire, que le président de la République en exercice, M. Macron, a fait une attestation de témoin. Non, mais on rêve. Et que M. Bonnert, le président le patron du PNF qui a succédé à Mme Houlette, qui avait été l'exécutrice de François Fillon, eh bien, M. Bonnert a dit circuler, il n'y a rien à voir. Donc, Anticor a déposé une plainte avec constitution de partie civile, ça fait 3 ans. Et donc, 12 ans après que cette affaire commence, c'est-à-dire les allers-retours de M. Koller dans une société familiale et ses responsabilités publiques au cours desquelles il avait la surveillance de ces sociétés privées. De contrats, etc. Oui. Voilà, exactement. Eh bien, on en est 12 ans après à pas grand-chose. Donc, on le met en examen parce que techniquement, le dossier l'obligeait. Moi, je suis pas inquiet pour ce qui va arriver à M. Koller, qu'on maintient son poste naturellement. Il est indispensable à Macron. Ce sera autre chose quand Macron aura quitté le pouvoir, parce que là, je pense que les magistrats voudront se refaire une virginité et lui taperont dessus. Mais pour l'instant, il le protège. Alors que ce que vous dites, c'est vrai. En fait, c'est bien 2 affaires et 2 circonstances différentes. Dans un cas, on voit finalement la magistrature qui cherche peut-être à se venger contre Éric Dupond-Moretti. Donc, une magistrature politisée, comme vous l'avez déjà décrite dans votre livre. Et puis, de l'autre côté, finalement, une affaire avec l'affaire Koller qui avance très lentement, pour le coup, pour des affaires de conflits d'intérêts qui sont graves. Parce mais pour la même raison d'un corps qui se vit désormais comme une instance politique. Oui, c'est ça. Dans les 2 cas, c'est une instance politique. Oui. C'est la même chose, mais ce sont 2 facettes différentes. Voilà, c'est ça. D'un côté, elle est orientée pour punir les personnes qui ne l'intéressent pas ou contre qui elle est ado, et puis de l'autre côté, au contraire, pour protéger. Donc ça peut être en effet dans les 2 affaires. Je voudrais juste rappeler pour l'affaire Koller quand même que les auditeurs comprennent bien, parce qu'on dit souvent que c'est parce qu'il y a des liens, il y avait des liens familiaux, oui, certes, entre M. Koller et la famille, le principal actionnaire de MSC, donc cet opérateur de fret maritimes. Ce n'est pas qu'une question de liens familiaux, c'est aussi que M. Koller lui-même est allé faire des allers-retours, en effet, entre cette... Oui, du pantouflage. Non, mais parce que très souvent on dit oui, mais c'est juste les liens familiaux. Donc bon, en effet, il y a une apparence de neutralité qui ne fonctionne pas. Et ce n'est pas que cela. C'est vraiment, il a fait des allers-retours dans cette entreprise lui-même et revenant ensuite à chaque fois aux fonctions publiques, toujours à participer aux dossiers qui concernent cette même entreprise MSC. Donc c'est vrai que ça pose de vraies questions. Philippe Pascot. Oui. Alors, Régis a bien résumé l'affaire. En plus, je rajouterais que si jamais la Haute Cour de justice servait à quelque chose, ça se saurait. Je rappelle que la plupart des condamnations, non seulement les gens ont juste été condamnés à de la négligence, le seul qui a morflé un petit peu avec cette justice à 2 vitesses, c'est l'ancien secrétaire d'État Gilibert qui s'est pris 3 ans avec ceci, mais il n'y en a aucun qui a été en prison. Et en plus, il donne des jugements moraux. Le deuxième point, c'est que le temps que ça juge, le temps qu'ils se réunissent, le temps de prendre une décision, il y a bien 10 ou 12 ans, comme dans l'affaire Fabius, dans l'affaire Balladur, où quelque part en plus, ce brave monsieur a été condamné à 2 mois avec sursis. Donc on rigole de cette justice à 2 vitesses qu'il ne sert que les grands. Moi, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a un type qui s'appelle Macron, qui est un véritable menteur, qui est un véritable gougnafier, puisque de toute manière, il nous avait promis un monde nouveau, et que moi, personnellement, dans mes livres, je l'ai mis. Dire, sous le gouvernement Hollande, j'avais déjà 30% des membres du gouvernement, 30% du membre du gouvernement qui avaient eu affaire à la justice ou au fisc. Et sur le gouvernement Macron, qui soi-disant devait balayer cet ancien monde de mouise qui étaient des voleurs, etc. J'ai plus de 60% des membres du gouvernement qui ont eu affaire à la justice ou au fisc. Ça, c'est pas normal. Le deuxième point, c'est que ces gens-là n'ont plus aucune morale. C'est-à-dire qu'ils exigent de nous de plus en plus de choses. Ils exigent de nous de plus en plus de morale. Ils exigent de nous qu'on respecte la justice de plus en plus. Et eux ne la respectent de moins en moins. Comment voulez-vous que le peuple, quelque part, obéisse derrière? Quand vous voyez que les hautes autorités, que nos gouvernants ne sont pas condamnés, qu'ils ont droit à des passe-droits, etc., comment vous voulez qu'en bas,
les gens soient corrects et respectent la loi. Par contre, on les punit de plus en plus, les gens du bas. On les tape de plus en plus. On leur demande de mettre des pulls verts. Et ces gens-là se trimballent tous en flanelle. Oui. On leur demande de mettre des cols roulés. J'ai failli mettre un col roulé, Philippe, aujourd'hui. Vrai, hein, mais... J'ai pensé aussi. Non, mais comme si c'était une grande invention, c'est surtout ça. C'est quand même merveilleux. Alors, on va faire. C'est uniquement leur solution. Oui. Leur solution au problème, c'est de nous obliger à mettre des pulls verts. J'ai même entendu un ministre qui demandait de réduire le feu quand on fait chauffer des pâtes. Mais ils ne savent même pas qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même plus de quoi acheter des pâtes. Évidemment, revenons à l'essentiel. Non, mais c'est sûr que les conseils donnés paraissent bien lointains de la réalité des citoyens. Mais on s'éloigne un petit peu de notre sujet. Il est 8h sur Ligne Droite, on fait un rapide point sur les informations et on reparle de la justice de notre pays. Ligne droite. Les reporters croupissent en prison. Ces maladroits ont mal choisi leurs questions. La table ronde. Et pour en parler, je suis toujours avec Régis de Castelnau, avocat, auteur de Une justice politique aux éditions de l'Artilleur, et Philippe Pasco, on va dire plus simplement lanceur d'alerte sur la corruption des élites et auteur notamment de ce livre. Oui ? Éveilleur de conscience, lanceur d'alerte. Éveilleur de conscience. J'ai pas cette prétention. Et auteur de ce livre, notamment Mensonges d'État chez Max Milo ou Abstention Piège à con. C'est moins notre sujet. C'était à quelle maison d'édition, Abstention Piège à con ? C'était toujours à Max Milo. Je suis un peu fidèle. Oui, c'est un homme fidèle, c'est vrai. Alors, pour continuer sur ce sujet, je voudrais redonner la parole d'abord à Régis de Castelnau, puisqu'on parle évidemment, chers auditeurs, de l'affaire Collaert. Tout est tombé le même jour, le 3 octobre. Alexis Collaert, lui, c'est le parquet national financier qui a annoncé qu'il avait été mis en examen. Et puis, quelques heures plus tard, notre ministre de la Justice, c'est quand même une grande première en activité, donc Éric Dupond-Moretti, est renvoyé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Alors, on parle de cette justice qui, comme ça, au moins, pourrait avoir l'air de fonctionner, puisque finalement, puisque ces deux ministres, Alexis Collaert et Éric Dupond-Moretti sont malgré tout aujourd'hui envoyés devant les institutions judiciaire. Mais est-ce qu'elle va vraiment fonctionner, cette justice ? Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Tous les deux, vous avez répondu non. Et Régis de Castelnau, vous parliez donc des deux volets, en parlant de ces deux affaires, d'un même constat, une justice politique. Alors, à quoi on doit s'attendre, finalement, là, dans les deux affaires dont on parle ? À rien. C'est-à-dire que ça va tomber dans le... On a eu les petits effets médiatiques et puis derrière, ça va traîner, ça va perdurer, ça va s'étioler, il n'y aura rien. Je voudrais juste signaler que heureusement qu'Anticor était là, dont j'ai l'honneur de faire partie du conseil d'administration, parce que sinon les affaires ne seraient même pas sorties. C'est grâce à la ténacité d'Éric Alt et d'Élise que quelque part on a réussi. Et c'est peut-être pour ça que le gouvernement ne voulait pas nous donner son agrément, parce que les contre-pouvoirs éthique comme Anticor, ça n'arrange vraiment pas les gouvernements comme Macron. Oui. Alors, à préciser qu'Anticor est derrière les deux affaires, ce qui est quand même assez intéressant. On se dit, mais c'est vraiment la dernière association qui travaille un peu, qui réussit à dénoncer aujourd'hui la corruption. Donc, Alexis Collaert et Éric Dupond-Moretti, dans les deux cas, c'est une plainte d'Anticor. Et qui en prend plein la tête. Oui. Parce que les pressions, je peux vous assurer qu'il y en a. Les magouilles pour essayer de discréditer Anticor, il y en a. Mais on résiste. On résiste parce que quelque part, l'éthique doit exister en politique. Bien sûr, bien sûr. Et puis, là, l'éthique, c'est plus que de l'éthique. Là, c'est la justice, tout simplement, Philippe Pasco. Oui. Alors, vous disiez qu'il y avait combien de membres du gouvernement qui étaient aujourd'hui touchés par par des affaires dans la Macronie aujourd'hui, dans le gouvernement? Moi, j'en ai référencé 60%. 60%. Pour quelqu'un qui disait qu'il allait laver plus blanc que blanc, qu'il allait être plus propre que les autres, en fin de compte, il est encore plus sale que les autres et sa machine à laver ne marche pas. Oui, on peut parler de machine à laver. Alors, concernant ces deux affaires que vous avez également suivies, Alexis Collaert et puis Éric Dupond-Moretti, qu'est-ce que vous pourriez dire sur l'une et l'autre des affaires, l'affaire Alexis Collaert? C'est deux affaires extrêmement graves, entre guillemets, puisque quelque part, on a quand même réussi, malgré le fait que soi-disant ce n'était rien, malgré le fait que quelque part il y avait un vide dans le dossier, on a quand même réussi à les faire mettre en examen. C'est que quelque part les dossiers sont solides. Évidemment. Comment ça se fait que ces gens-là n'ont même pas l'orgueil de se mettre en retrait le temps que la justice passe?
Parce que c'est ça qui devient fou en plus en France. Ouais, C'est ouais. que ces gens-là n'hésitent pas à rester là où ils sont, en vous demandant à vous de dégager si vous faites la moindre petite faute. Bah, c'est vrai que cette question-là que vous soulevez, notamment pour le ministre de la Justice, hein, là, franchement, ça pose de grandes questions. Un ministre de la Justice qui est lui-même renvoyé devant la Cour de justice de la République et qui, pour le moment, décide et est protégé par Emmanuel Macron et décide de rester à sa place bien chaude de ministre de la Justice. Oui, Enfin, mais attendez, Clémence, oui. moi j'ai un problème. J'ai un problème concernant. J'ai écrit un article qui commence pas encore publié. Je n'aime pas Éric Dupond-Moretti. Hein. Je l'aimais pas en tant qu'avocat. C'est une créature médiatique tonitruante qui est pas sans talent. C'est un mauvais garde des Sceaux. Le problème, c'est que c'est le président de la République qui nomme les ministres. C'est pas la présidente du syndicat de la magistrature. Je suis désolé, donc j'ai un problème. Alors, bien évidemment. Emmanuel Macron, pourquoi il a choisi Éric Dupond-Moretti? C'est de l'EHPAD bourgeois, hein, c'est de la communication, c'est la société du spectacle. Mais je peux vous dire que M. Molins, il attendait impatiemment derrière son téléphone qu'on le nomme garde des Sceaux et toute la magistrature le souhaitait. Moi, je suis désolé, messieurs les magistrats, à votre place. Hein, votre indépendance n'est là que pour votre impartialité. Et l'impartialité, je voudrais en dire un mot. Parce que par exemple, juste un petit exemple, je pense que je ne vais pas faire de peine à Philippe là. Dans les affaires McKinsey et compagnie, il a fallu qu'il y ait des hurlements de la presse pour que le PNF démarre sur une toute petite affaire fiscale, etc. Mais il y a de la corruption géante sur la campagne de 2017 et l'affaire Alstom, elle en est où? Alors, messieurs les magistrats, vous voulez pas d'Éric Dupond-Moretti, et si vous faisiez votre travail, et si vous poursuiviez ce qui crève les yeux de cette corruption géante, vous savez que le parlementaire Olivier Marleix, il a fait un rapport après qu'il y ait eu une enquête parlementaire, et il avait calculé qu'il y avait probablement 160 millions d'euros de corruption pour des cabinets, pour des amis, etc., qui ensuite ont été les principaux contributeurs de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. C'est une république bananière. Et qui sont ceux qui la couvrent? Ce sont ceux qui viennent nous dire on ne veut pas d'Éric Dupond-Moretti. Moi, je suis désolé. Alors moi, je souhaiterais qu'on ait un autre garde des Sceaux, je ne vous le cache pas. Non, mais ça, on a bien compris. Mais sur le principe seulement, vous pensez que pour le moment, Éric Dupond-Moretti doit rester en poste, vous, Régis de Castelnau? Mais non. Je pose la question à Régis de Castelnau, sur cette question précise. Je peux pas répondre à ça, parce que moi, je voudrais que tout ce gouvernement soit foutu dehors. Donc, je ne suis pas sur le principe, sur le fait qu'un ministre de la Justice, je précise, en activité, soit aujourd'hui renvoyé devant la Cour de justice de la République, est-ce que c'est un problème pour que ce ministre puisse faire son travail? Il est renvoyé devant la Cour de justice de la République pour la prise illégale d'intérêt qui ne sanctionne pas des faits, mais des situations où on mélange casquette publique et privée, comme on le reproche à M. Koller. Koller également. C'est difficile de répondre à cette question, dans la mesure où moi, je suis confronté à ce problème de cette exigence des magistrats, mais vous allez voir, admettons, il démissionne, on nomme quelqu'un qui n'a pas l'heure de leur plaire, ils vont recommencer, les magistrats. Tant qu'on n'aura pas traité ce problème de ce dévoiement politique de la justice, et pour moi, vous savez, le pire exemple de ce que cette politisation, qui n'est pas un soutien à telle ou telle idéologie, ils soutiennent Macron parce qu'ils sont dans le bloc élitaire et qu'ils considèrent que c'est leur intérêt. Oui, parce que c'est très intéressant. Rappelons-le, vous nous dites finalement, ce sont les deux volets ces deux affaires sont deux affaires qu'il faut comprendre différemment. Il y en a une où finalement il y a un acharnement de la magistrature contre Éric Dupond-Moretti, à tort ou à raison, en tout cas acharnement judiciaire, c'est sûr. Et de l'autre côté, on voit l'affaire Koller qui dure depuis si longtemps et qui a pris énormément de temps à arriver devant les tribunaux. Mais il y en a plein d'autres, Clémence. Il y en a plein d'autres. Mais pourtant, c'est le même gouvernement. Alors on pourrait vous dire... Mais c'est le même gouvernement. François Bayrou, il va bien, François Bayrou. Comment est-ce que c'est Goulard, je crois, celle que Macron voulait nommer à la Commission européenne. Et là, le Parlement a dit, il faut quand même pas exagérer. Qui a été mise en examen dans l'affaire des assistants parlementaires. Je le vois où en sont les affaires. Enfin, tout ça traîne, c'est absolument effarant. Et en particulier, je pense à l'affaire Alstom. Enfin, voyons. Évidemment, qui est gravissime de stratégie nationale. Donc, une lenteur absolue.
La démission de Dupond-Moretti, moi je la souhaite pour des raisons techniques, parce que j'aimerais qu'on ait un garde des Sceaux qui soit d'un autre calibre. Hein, mais pas menace. Ah non. Parce que c'est pas l'homme du coffre-fort, je rappelle quand même, il était une belle carpette entre guillemets avant qu'on lui refuse le poste de ministre, et il a changé d'un seul coup. Donc c'est même pas politique, il se venge. C'est des bases vengeantes d'un type qui n'a pas eu le poste qu'il voulait et qui d'un seul coup s'est retrouvé anti-gouvernement, alors qu'avant c'était le premier mec qu'on appelait quand on voulait couvrir une affaire. La preuve avec l'affaire du coffre-fort de Benalla. Je voudrais, mais alors donc finalement on comprend que cette magistrature se paye une tête, celle d'Éric Dupond-Moretti, mais que le reste du gouvernement ne pose pas problème. On le voit bien avec l'affaire Collère et d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres qui ont des affaires, des casseroles, comme on dit, des casseroles, et qui restent au gouvernement, ou qu'on recase, dans des postes éminents. Monsieur Dussopt, par exemple. Je vous rappelle quand même qu'il y a un ministre qui n'y a pas tellement longtemps qui s'est permis de faire un étage dans un monument classé où on est l'affaire. Il y a plein d'affaires comme ça dont on entend parler, et puis d'un seul coup, pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, bizarrement, ça ne bouge pas. Alors que vous trimballez dans la rue en tant que gilet jaune pour une manifestation qui est autorisée, vous vous tapez une amende tout de suite à payer de 135 € parce que vous portez une cravate jaune ou parce que vous avez un drapeau bleu, blanc, rouge à la main. Oui, il y a un moment donné où Philippe, et vous êtes mis en garde à vue. Oui, en plus. Des gardes à vue illégales avec un procureur qui a dit aux forces de police, gardez-les. Également, c'est de la séquestration, pour ne pas que si vous les relâchez, puisqu'il n'y a rien à leur reprocher, si vous les relâchez, ils retournent à la manifestation. Et puis ensuite, non mais, si vous voulez, pour moi, quand je parle de politisation, c'est-à-dire qu'ils se déterminent par rapport non pas au droit, non pas à leur mission d'arbitre, etc. Ils se déterminent par rapport à leur propre position politique. Pour moi, le pire, ça a été la répression contre les gilets jaunes. On a couvert les violences policières, les éborgnages, etc. Et ensuite, on a condamné 3000 personnes à des peines de prison ferme. Enfin, voyons, pour des primo-délinquants et parfois sur des trucs inventés. Non, vraiment, on a un problème. Et Balladur à 2 mois avec sursis. 25 ans plus tard. 25 ans plus tard. 25 ans. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, Edmond Hervé, pour l'affaire du sang contaminé, il a été condamné, mais sans peine. C'est quand même beau, ça aussi. Oui, mais tous. Dispense de peine, oui. Rappelez-vous, coupable, responsable, mais pas coupable, ces gens-là. Ils sont responsables, mais pas coupables. Donc, pas coupable, pas condamné. Alors, comment, aujourd'hui, le constat est assez noir, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Par où peut-on trouver la porte de sortie de cette justice politisée? Informer, avertir, il faut que les gens soient au courant. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne prennent que des brides d'informations parce que de plus en plus de la justice, l'information commence à être de plus en plus verrouillée. Ça, c'est vrai qu'on peut aussi interroger les médias. Les gens se lèvent. Il y en a marre de l'apathie qu'on est en train d'insuffler à la société. Les gens se font martyriser de plus en plus, les gens se font broyer de plus en plus, et je vois encore des gens qui disent « merci encore ». Arrêtez, levez-vous, battez-vous. Alors moi, j'ai par rapport à cette question qui est tout à fait normale, Clémence, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Philippe a entièrement raison, informer, débattre et expliquer un certain nombre de choses. En faisant attention à cette idée, je vais pas me mobiliser parce que je vais demander à la justice de faire le boulot. Non, c'est d'abord, ce sont des questions politiques. Le fait que la haute fonction publique soit corrompue, c'est une question politique avant d'être judiciaire. Bon, et puis il y a un deuxième problème, c'est que qu'est-ce qui nous attend? On est dans une situation quand même internationale extraordinaire. Il va y avoir un hiver effrayant. Le pire, je crois que ce sont les Allemands maintenant qui n'ont, après le sabotage, ils auront plus de gaz, ils auront plus d'énergie. Nous, ça va pas être fameux. On aura des coupures probablement. J'espère que les Français, effectivement, vont réagir. Alors, on a une Assemblée nationale qui, pour l'instant, est un spectacle de bazar, mais qui est, particulière. Il y a 2 oppositions. Le président n'a plus les manettes qu'il avait auparavant. Donc, c'est difficile. Moi, je pense que c'est, et Philippe a raison, l'investissement politique. Abstention, piège à con. Exactement. Ce gars est
ait été réélu avec 58% des voix, ça me sidère. Moi. Oui, pardon, mais on ne vote pas pour la magistrature. Et là, vous nous expliquez bien que de toute façon, ce sont deux problèmes différents. Il y a les politiques et il y a la magistrature. Et la magistrature... Clémence, c'est des pentes. À partir du moment où nos gouvernants, les mecs qu'on élit sont des corrompus et des corrupteurs, ils corrompent la magistrature. Et en plus, la magistrature, s'il y a des types qui sont corrompus, qui dirigent, eh ben, ils font comme eux parce qu'ils ont peur pour leur carrière. Mais là, ils étaient installés avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Oui, mais c'était pas mieux avant Emmanuel Macron. Oui, mais ça c'est sûr. Mais... Régis de Castelnau, comment on change? Parce que là, vous parlez de la justice politique. On a deux problèmes, en fait. On a deux faces. On a la politique, ses conflits d'intérêts et sa corruption. Et on a une justice politisée qui suit son propre ordre, on va dire. Écoutez, moi, j'ai une méthode que la Troisième République avait utilisée. Hein. C'est-à-dire que, bon, ils ont mis de l'ordre. Hein, c'était en 1883, je crois. Hein, il y a eu pendant 6 mois, on a suspendu l'inamovibilité. Ils en ont mis un paquet dehors, les républicains, s'entend. Hein, et ils ont mis un peu d'ordre. Moi, je pense qu'il y a des mesures à prendre. Hein, il faut renvoyer la magistrature à ce qui est sa vocation. Elle est un arbitre. Hein, elle doit appliquer le droit, bien évidemment. Elle doit être impartiale. Hein, donc, il faut séparer les fonctions de poursuite et les fonctions de jugement. Oui. Il faut être exigeant avec... parce que il faut être exigeant avec les magistrats. L'actualité, Clémence, c'est effectivement les deux affaires dont on parle. Mais je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, il y a un magistrat qui a offert sa fille de 13 ans sur les réseaux, machin, etc. Il avait été condamné à 1 an de prison ferme, hein, ce qui était quand même le moins. Eh bien, en appel, ça a été, ramené, allégé, et il n'y a plus que du sursis. Deuxièmement, c'est scandaleux. Deux magistrates ont été poursuivis pour avoir fait un faux en écriture publique. Excusez du peu, ils ont maquillé une décision de justice pour envoyer quelqu'un en prison qui s'y est suicidé. Oui. Elles ont été poursuivies, ça aurait dû être devant la cour d'assises. On s'est débrouillé pour que ce soit en correctionnel, et naturellement, le procureur a requis la relaxe. Hein, donc, si vous voulez, parce qu'il se protège aussi. Il ne faut pas oublier ça. Il se protège aussi. Je pense qu'il va falloir qu'on arrive politiquement à demander à cette justice de faire ce qui est sa mission, qui est de rendre la justice, qui n'est pas de permettre à un groupe dominant de poursuivre sa trajectoire politique. Alors faisons un petit peu de politique fiction, Régis de Castelnau, si je vous suis, parce que la porte de sortie viendrait des politiques. Mais si un politique annonce la couleur et dit « moi je ferai du ménage dans la magistrature », a priori, on peut craindre qu'il ne sera jamais élu, puisque des affaires à la François Fillon tomberont juste avant, pendant la campagne, et que le PNF se saisira d'urgence, et que voilà, on sait ce que ça va donner. Ouais, la meilleure façon, c'est que les politiques soient honnêtes. S'il n'y a pas d'affaires à trouver, oui, il n'y aura pas de problème. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'ils trouveront de toute façon quelque chose, n'importe quoi? On peut, mais après, quand tu trouves des pécadilles, ça va pas loin. Donc, mettons déjà des élus honnêtes en place, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui, on met et on garde, et j'en veux au peuple pour ça, et on garde des gens dont on sait qu'ils sont corrompus, et on revote pour eux. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, les gens en ont tellement marre que les gens corrompus sont réélus avec 1 électeur sur 10. Oui, c'est vrai. Il y a des endroits où il y a 9 électeurs sur 10 qui maintenant ne s'occupent plus de ça. Et puis après, ils râlent. Mais la meilleure façon de râler, c'est de mettre un bulletin dans l'urne et de virer ces corrompus. Oui, encore faut-il qu'on ait des propositions. Sur l'honnêteté qui doit être exigée, oui, ça je suis tout à fait d'accord, et ça veut dire sévérité, ça veut dire que payons bien nos élus aussi, quand ils font le boulot, etc., pour pas qu'il y ait la moindre tentation. Bon, tout ça, ça peut être des vœux pieux. Moi, je cite souvent, pour répondre à Clémence, Richelieu disait « Donnez-moi 10 lignes de la main d'un homme, et en 2 heures, je vous trouverai de quoi le pendre. » Oui. Donc, mais oui, c'est la crainte qu'on peut avoir. Je sais. Parce que le problème, Philippe, c'est moins la condamnation finale
qui pose un problème. C'est toute la mise en cause, c'est la fumée initiale, etc. Le tsunami médiatique auquel peuvent être confrontés les élus. Et puis à ce moment-là, on vous dira, bah oui, mais il y a 3 ans, vous avez serré fort le poignet de votre femme, etc. Malheureusement, c'est devenu une foire d'empoigne qui rend les choses difficiles. Moi personnellement, j'ai pas de solution pour l'instant, si ce n'est une séquence révolutionnaire. Je parle pas de révolution française et de guillotine, mais où véritablement on remette les compteurs à zéro et on redémarre sur des bases différentes. Ce qui s'est passé, par exemple, avec l'arrivée de Gaulle en 58, je dis pas que c'était merveilleux ce qui s'est passé, mais il y a eu une remise des compteurs un petit peu à zéro et qu'on essaye derrière de reconstruire, quoi. Mais bon. Oui, mais donc vous êtes d'accord avec mon constat, Régis de Castelnau, que finalement, si jamais on a ou alors il faut cacher son jeu, c'est peut-être une solution aussi, mais si on a un politique qui souhaite faire un petit peu le ménage dans la magistrature et que cela se sait dans son programme, il risque malgré tout d'être allumé, on va dire, avant même d'avoir pu faire sa campagne. Oui. C'est un risque. Oui. Moi, depuis que je réclame un casier judiciaire vierge pour les élus, j'en ai plein qui font la gueule. Mais il faut continuer à le réclamer parce qu'on le réclame partout. Régis, il est obligé d'avoir un casier judiciaire vierge. Toi, Clémence, tu es obligé d'avoir un casier judiciaire vierge. Les élus, non. Moi, j'ai plein d'élus condamnés qui sont encore élus. J'ai même un ou 2 élus inéligibles qui est encore élu. Oui. À un moment donné, il faudrait que la justice s'applique aussi pour les élus. Bon, bah oui, alors, ça c'est attention à ça aussi. Philippe a raison. Le problème, c'est que des gens qui disent, parce que c'était le début de l'émission, qui disent on va nettoyer, on va laver plus blanc, etc. Puis une fois qu'ils sont installés, il lave plus blanc, il lave plutôt plus noir. Oui, c'est ça, oui, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage sur la justice, les affaires de notre pays politique et la justice politisée. Il y en aura d'autres. Oui, il y en aura d'autres, c'est sûr. On a de quoi faire. La situation de corrosion est vraiment impressionnante. Il y en a qui arrivent, vous inquiétez pas. Je rappelle vos 2 livres, Régis de Castelnau, Une justice politique aux éditions L'Artilleur, Philippe Pascot, Mensonges d'État aux éditions Maximillo, ou alors Abstention Pierre Jacquemont, en effet, que vous avez coécrit à plusieurs, toujours aux éditions Max Philo. Merci beaucoup à vous 2. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.